Bien, bien donc bonjour à toutes et à tous. Nous rejoindre donc pour ce dernier webinar de la saison, du premier semestre 2016. Nous nous retrouvons, nous avons commencé de préparer avec Christophe Jourdain le programme des différentes animations du deuxième semestre. Et dès le mois de septembre, nous aurons effectivement des webinars, des ateliers, enfin tout un ensemble de choses. Et puis pour vous donner envie de venir les 7 et 8 juillet prochains, vous dire que ce programme sera annoncé à cette occasion-là, avec donc une succession de thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Merci donc de trouver à nouveau cet instant sur votre pause de midi pour nous rejoindre sur le webinar communautique. Et aujourd'hui, je dirais beaucoup de monde, comme vous le voyez, dans le damier, beaucoup de monde à l'antenne, puisque nous accueillons pour parler des chartes d'utilisation des outils collaboratifs, des outils Office et Google. Donc nous accueillons Annabelle Feuillafet, Sylvain Laloux et Lilian Hu. Voilà, donc on a aussi des participants qui mettent les caméras, c'est plus sympa, comme ça on se connaît. C'est l'occasion de se connaître aussi. Moi, je découvre, je fais connaissance avec beaucoup d'entre vous au fil des semaines et des mois. Et donc on a aujourd'hui souhaité avec Christophe refaire à nouveau un point parce que c'est un groupe de travail qui a beaucoup œuvré et qui a donc permis d'avancer sur ce point des chartes d'utilisation. Et on a souhaité donc, suite à la première présentation de ces travaux qui avaient été faits lors du séminaire du 8 décembre 2015, donc il y a quasiment 6 mois, on a souhaité effectivement pouvoir rouvrir cette discussion et donner la possibilité à de nouveaux organismes, de nouveaux participants de savoir quels étaient ces travaux qui avaient été menés et comment l'ensemble des membres de Communautique allaient pouvoir donc en profiter. Je vais proposer à Annabelle, Sylvain et Lilian peut-être simplement en quelques mots de se présenter pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, bien que ça va être compliqué de commencer à pas vous connaître tous les trois. Annabelle, je vous laisse commencer, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Oui, d'accord. Donc Annabelle Feuillafet, je suis conseiller en formation continue pour le réseau des Greta de l'Académie de Caen, donc pour les 3 départements Calvados, Orne et Manche. Je suis en charge du développement du numérique pour le réseau des Greta. Donc on a à peu près 18 000 stagiaires par an sur notre territoire. Ok, merci. Voilà. Merci, Sylvain, donc Lalou. Oui, bonjour. Donc, Sylvain Laloux. Donc, je suis chargé de mission ingénierie au sein de VIA Formation et référent numérique pour le déploiement, entre autres, du numérique et de la multimodalité au sein de notre organisme de formation. Ok, merci. Et puis donc on termine par Lilian. Lilian Hu. Donc Lilian Hu, moi je suis plutôt du côté technique à la base, parce que je suis le responsable informatique du système d'information de l'IRFA. Mais je travaille depuis de très 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 nombreuses années avec les pédagogues sur tout ce qui est innovation pédagogique, mise en place des outils et intégration des nouvelles modalités pédagogiques utilisant tout ce qui est lié au numérique. D'accord, merci beaucoup. Je te demanderais juste peut-être baisser un petit peu le niveau de ton micro, Lilian, parce que du coup, qui est plus élevé que le reste des participants. Merci. Bien, alors, les chartes. Alors pourquoi ces chartes Et donc Lilian et Annabelle, vous laissez et Sylvain, pardon, vous laissez la parole dans ce premier temps qui est de savoir, c'est bien des chartes, mais pourquoi et surtout dans quel contexte. Vous êtes dans des contextes les uns et les autres différents,
Greta, même si, comme on le rappelait ce matin, vous intervenez dans des dispositifs régionaux similaires, mais vous êtes dans des structures qui sont différentes et qui ont fait des choix différents. Donc c'est peut-être intéressant de rappeler au départ quels sont justement ces contextes qui vous ont amené à faire des choix d'outils et du coup à vous poser des questions qui, on va le voir, se rejoignent, mais qui au départ ont été forcément différentes, liées à vos contextes et liées à vos outils qui ont pu être déjà choisis. Oui, donc je prends la main. Donc le groupe de travail déjà sur les chartes informatiques a pris son origine en fait sur les revues de projet, donc qui ont lieu régulièrement en fait à Communautique. La dernière étant en 2014, déjà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Communautique, il y a des appels à projets innovants. Et donc l'origine prend vraiment sur l'ancien projet innovant qui avait lieu de 2012 à 2014. Et fin 2014, il y a sa fameuse revue de projet où il y a la mutualisation des projets innovants entre membres communautiques. Et à cette occasion, on s'est rendu compte qu'on utilisait tous globalement des outils 2.0 collaboratifs et entre autres les plateformes justement type Office 365 et Google Apps. Et à cette occasion, entre membres, il y avait Annabelle et Rodolphe de l'ETPN. On avait un peu interpellé Christophe en lui disant tiens, ce serait intéressant qu'on puisse travailler sur l'idée d'une charte informatique pour un peu formaliser les usages des stagiaires sur ces outils qui étaient un petit peu récents et qui commençaient à prendre beaucoup d'ampleur. Donc voilà un peu l'origine de ce groupe de travail. D'accord. Et donc ces contextes, Lilian, effectivement, notamment parce que au niveau du groupe IRFA, vous avez fait des choix un petit peu différents de ceux du Greta et de Via Formation. Dans quel contexte se sont opérés ces différents choix? Je pense qu'on le verra un petit peu plus tard. Annabelle rentrera dans le détail d'une charte, au moins pour montrer les différents éléments de contenu, mais on peut aussi constater que, au-delà même de l'outil, on a des chartes qui sont différentes. Alors c'est pas pour se faire plaisir qu'on a fait des chartes différentes, c'est bien parce que chaque institution devait faire des choix. Au niveau du micro, c'est toujours trop fort, Jean-Luc? Non, c'est bien, c'est C'est parfait. bon? D'accord, j'ai oublié de vérifier. Donc chaque institution a fait des choix. Alors des choix qui sont tout autant des choix liés à des contraintes d'usage, liés à des contraintes d'outils ou encore liés à des contraintes techniques. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve comme type de contraintes? On peut notamment parler de l'histoire de certains OF qui ont amené à faire le choix d'un outil. Très concrètement, les organismes de formation qui avaient déjà l'habitude de travailler avec les outils Google, notamment sur la messagerie Google, ont été plus naturellement gérés vers ces outils-là, alors que, inversement, les utilisateurs des plateformes Office avaient peut-être plus tendance à aller vers Office 365. Des usages et des compétences en interne, c'est-à-dire que certains formateurs utilisaient déjà ces outils en interne et de fait, je dirais que ça a amené à choisir plutôt tel outil que tel autre outil et on le sait très bien puisqu'on en a discuté entre collègues que c'est également un des critères qui a amené à faire le choix de l'un ou l'autre des outils. Ensuite, je dirais, et je vais prendre plutôt notre exemple à nous, puisque c'est celui que je maîtrise le mieux, mais je pense que les collègues pourraient en parler également, c'est le choix d'un projet un petit peu plus global que celui d'utiliser simplement la partie Google Apps ou Office 365 sur le partage de documents. C'est pour nous notamment la volonté de développer un portail d'accès aux ressources du système d'information de l'IRFA via un des outils d'Office 365 qui s'appelle SharePoint. Ensuite, il y a d'autres problématiques qui sont là, je dirais, plus d'ordre technique et qui sont notamment liées au nombre de stagiaires qui demain seront amenés à se connecter sur ce type de plateforme. Si je prends notre cas, nous aujourd'hui IRFA sur la partie commande publique, on gère environ 5000 stagiaires par an. Ça se traduit par 5000 comptes stagiaires et il faut avoir demain
la maîtrise, je dirais, de cette conception. Alors après, c'est en fonction des choix d'outils, de la même manière. Si c'est un compte grand public, les stagiaires vont créer leur compte. Si c'est un compte Office 365, c'est à nous de les gérer. Et derrière, ça vient s'intégrer à une réflexion technique un petit peu plus globale. Je dirais que si on regarde là, si on reprend les chartes plutôt du côté Google, on voit aussi que en fonction de la typologie de structure porteuse du projet, que l'on ait plutôt une association ou que l'on soit une entreprise, je dirais que ce sont des critères qui influencent derrière le choix de la solution parce que certaines solutions ne sont pas ouvertes à des structures privées pures. Parmi les autres choix, et je pense que ça sera intéressant d'en discuter aussi à un moment donné, c'est cette notion de maîtrise de l'accès aux ressources. C'est-à-dire qu'en fonction de l'outil choisi, c'est plutôt plus ou moins l'institution qui a la main sur la manière de partager et de diffuser l'information. Et je dirais que ça, c'est aussi des choix qui sont propres au projet de chacun. Et puis je dirais un autre élément qui arrive en cours de route, mais qui est loin d'être négligeable, c'est les obligations légales de conservation de documents. Il y a toute une réflexion aussi qui peut nous amener et qui peut aussi influencer le choix d'outils. Donc voilà, je dirais tout un ensemble de critères en fait qui, au final, font que l'on choisit plutôt Office 365, Google for Education ou Google Apps Entreprise. D'accord. Et donc vous êtes aperçu quand vous avez démarré ce groupe de travail qu'il y avait des points de concordance, donc si je comprends bien, et qu'il y avait un intérêt à travailler ensemble, bien que les outils soient différents, sur l'élaboration de cette charte. Qui peut répondre? Alors on passe la parole à Annabelle. Oui, des points de concordance évidemment, puisqu'on était tous les trois sur des outils collaboratifs, que on se posait des questions sur les données, sur la confidentialité des données. On savait pas trop si, enfin, il fallait bien qu'on communique auprès des stagiaires et des utilisateurs de ces outils que Microsoft ou Google pouvaient éventuellement piocher des données. Et donc, ça nous semblait important de communiquer auprès de nos utilisateurs de ces règles de confidentialité. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité créer une charte qui traduise les textes, puisque quand on va sur les sites, par exemple le site de Google, c'est un petit peu complexe, on se perd un peu dans la navigation. Et donc, on a voulu faire un document très simple qui expliquait ce que ça voulait dire d'utiliser ces outils-là, ce que ça pouvait impliquer. D'accord. Permettre de décrypter pardon, un petit peu les conditions générales que personne ne lit, par exemple. C'est ça, mais que nous, on a lu justement pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait derrière. D'accord, très bien. Donc, je vous laisse manipuler parce que c'est votre diaporama, donc vous le connaissez mieux que moi. Hein, voilà, vous avez la main dessus. Donc, ce groupe de travail communautique, hein, donc composé principalement de vous qui êtes là aujourd'hui, mais également d'autres personnes qui ont travaillé avec vous. Je pense à Pierre Gosselin, en l'occurrence, Rodolphe Chénion également de TPN. Donc, vous avez travaillé plusieurs mois en fait à l'élaboration de ces deux chartes, alors qui aujourd'hui nous en amène à trois, enfin amène à trois chartes. Vous nous expliquerez les différences justement entre les deux et vous représentez ces trois chartes justement dans vos utilisations personnelles, dans vos établissements. Comment est-ce que vous avez procédé donc du coup avant de rentrer de venir à l'aboutissement hein, et donc à la structure de ces chartes? Comment avez-vous procédé pour arriver à faire quelque chose qui puisse avoir une structure commune? Alors, j'ai eu une première réunion avec Pierre Gosselin de la MFR et on s'est inspiré d'une charte qui avait été élaborée pour un ENT pour une école, je crois, dans le nord de la France. Donc, on a repris la structure de cette charte qui nous semblait bien faite. On a créé un Google Doc qu'on a partagé avec l'ensemble du groupe et puis après, on a eu une écriture collaborative
Sur ce Google Doc, chacun a pris en charge une partie de l'écriture de cette charte. Et au fil des mois et des semaines, on a réussi à élaborer donc ces 3 chartes. D'accord. Alors donc on arrive du coup à une structure commune sur donc trois outils qui sont effectivement Google Apps for Education, autrement appelé GAF. Mais bon, personne dit comme ça parce que ça fait rire forcément. La version Google Apps publique et la version aussi, enfin on pourra peut-être toucher un petit mot de la version pro hein, également, si peut-être signaler les différences qu'il peut y avoir, puisque Sylvain, c'est la version que vous utilisez vous, notamment en partie en interne, hein, et Office 365, que Lilian a mis en activité, a mis en œuvre donc au groupe IRFA West. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve du coup dans cette charte? Qu'est-ce qui vous a semblé être les points indispensables à faire figurer et à faire donc du coup adopter par les personnes à qui vous allez la proposer? Peut-être qu'on peut montrer une des chartes, Jean-Luc, non? Si on parle de la Ah oui, on structure. peut. Alors, hop. Eh bien, on va prendre. Dites-moi laquelle. On prend. Bon, c'est Éducation. peut-être celle que vous connaissez le mieux. Voilà. Voilà. Donc le document, vous pouvez vous-même vous déplacer hein, dans le document à l'écran, vous pouvez zoomer, hein, chacun gère son affichage. Hein, pour ceux qui éventuellement n'ont pas l'habitude d'utiliser Classilio, vous gérez votre affichage et vous pouvez vous déplacer dans la page qui est affichée. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure, cette charte, elle a pour objectif d'expliquer pourquoi on a choisi ces outils. Donc Google Apps for Education, c'est un outil qu'on utilise avec les formateurs de notre réseau. Donc on leur montre cette charte et donc ça nous permet de leur expliquer pourquoi on a utilisé Google Apps, pourquoi on a choisi ces outils plutôt que d'autres outils. Donc la première partie est donc ce préambule, on explique pourquoi on a choisi Google Apps, parce que c'est des outils très faciles d'utilisation, notamment. Ensuite, donc le deuxième point, c'est l'objet de la charte, donc les conditions d'utilisation de ces outils. Et en troisième point, ce sont les outils que l'on va majoritairement utiliser, puisque dans Google Apps for Education, il y a beaucoup d'apps. Donc on a choisi, nous, d'utiliser donc la messagerie, Gmail, l'agenda, le Drive. Donc parfois, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Drive, donc on leur explique globalement ce que c'est qu'un Google Drive. Ensuite, le pack Office de Google, Google Docs, Slides, Sheets et Google Forms. Les communautés Google+, donc c'est le réseau social de Google. Et puis Google Classroom, qui est un outil spécifique au Google Apps for Education, qui permet de partager les fichiers avec une classe de façon un peu plus aisée qu'avec un Drive. D'accord, donc première partie de la charte, quels sont les outils en fait qui vous sont mis à disposition? Voilà, donc c'est toujours dans un effort de traduction hein, pour nos utilisateurs. Certains n'ont jamais vu les Google Apps avant cette présentation. D'accord. Ok. Donc Alors ensuite, on commence ensuite, à rentrer un petit peu dans le cœur en fait hein, de la charte, si je comprends bien. Conditions d'utilisation, responsabilité, confidentialité. c'est ça. Et donc là, on fait des liens, on renvoie vers les conditions d'utilisation de Google, hein, puisque ces conditions d'utilisation peuvent changer. Donc on ne pouvait pas les simplifier ou les traduire. On renvoie vers ces conditions d'utilisation. On leur rappelle également qu'ils doivent bien conserver leur mot de passe. Donc c'est aussi une charte pour les responsabiliser sur l'utilisation de ces outils numériques. Et dans Google Apps for Education, Google s'engage à ne pas
à respecter la confidentialité des données, donc à ne pas parcourir les données qui sont stockées. Et puis, il n'y a pas de publicité dans les boîtes mail. Donc, c'est un petit peu un espace confiné pour nos utilisateurs par rapport à des outils Google publics où là, Google peut lire les contenus. D'accord, donc c'est valable pour là ce que vous nous expliquez, aussi bien pour les documents qu'on peut déposer dans le Drive que pour les échanges de mails. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. L'objectif aussi de cette charte, D'accord. juste pour compléter un petit peu, c'est de bien préciser que ces outils-là, qui sont des outils que l'on retrouve à usage personnel, rentrent dans un autre cadre, qui est celui de la formation, et de définir en fait ce cadre d'usage de ces outils pour lorsqu'un stagiaire rentre dans un dispositif de formation. Et c'est ça qui est important, parce que ça permet vraiment de repréciser le contexte d'usage. D'accord. En l'occurrence, Annabelle, et puis je pose la question à Sylvain, puisqu'ils utilisent les mêmes outils, vous avez plutôt invité les stagiaires à utiliser une adresse Gmail s'ils en avaient déjà une personnelle, ou à recréer, par exemple, une nouvelle adresse à objectif de formation ou à un objectif plus professionnel que celui qu'ils avaient. Peut-être quelquefois on sait que si on a un appareil Android, on a forcément un compte Google, donc une adresse Gmail dont on a oublié d'ailleurs parce qu'on l'a créé au démarrage. Mais quelle a été votre démarche par rapport à ça? Est-ce que ça a été de séparer effectivement les deux mondes, les deux environnements professionnels et personnels? Oui, c'est exactement ça. Alors, ils n'ont pas forcément une adresse Gmail au départ, mais on a testé ces Google Apps avec les stagiaires du dispositif Réussir, qui est un dispositif d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc, si les stagiaires n'avaient pas une adresse professionnelle pour leur recherche d'emploi ou leur recherche de stage, on les a aidés à créer une adresse gmail.com qui ait une apparence pro. Donc, il y avait quand même cette vérification au départ d'avoir une adresse qui contienne leur prénom, nom, @gmail.com. Oui, D'accord, pareil, on leur a bien fait séparer le pro et le perso et effectivement de pouvoir avoir un mail qui soit identifiable, pas un pseudo, mais vraiment un nom et un prénom pour travailler sur l'identité numérique, sur l'identité professionnelle aussi sur les réseaux. d'accord. Ok. Donc là, Lilian, pour vous, c'est un petit peu différent, puisque je dirais avec Office 365, vous leur affectez, enfin vous leur créez forcément une nouvelle adresse et donc un nouvel environnement de travail. Donc Mm. les choses sont forcément dissociées. C'est différent parce que depuis nous très longtemps, les stagiaires ont déjà des comptes chez nous, ce qu'on appelle des comptes individuels, des comptes pour ouvrir une session sur le réseau et pour y stocker des données sur nos réseaux locaux. En fait, on a étendu le réseau local au travers d'Office 365. Et comme le compte Office 365 est une adresse de messagerie, eh bien de fait, c'est le tout en un au travers de la Ouais, création de ce compte Office 365. Mais on ne fait qu'étendre en fait ce qui se passait déjà chez nous à l'extérieur pour le rendre plus accessible en fait. d'accord. Ok. Alors, on continue la découverte de la structure de ces trois chartes, hein, puisqu'on rappelle qu'elles ont effectivement un grand nombre de points communs. Donc, Annabelle, on en était donc au point 6, la perte de données, effectivement. C'est un élément de sécurisation, j'imagine, qui était important à rappeler ou à définir. Oui, oui, donc comme disait Sylvain, là, on fait travailler les stagiaires sur leur identité numérique et également sur leur empreinte numérique. Et donc sur les usages du numérique, on fait un petit peu d'éducation au numérique grâce à cette charte. Donc on leur rappelle bien que c'est eux qui sont acteurs et qui sont responsables de la conservation des données et qu'on n'est pas responsable de leur manipulation de ces outils. Voilà, mais sur Google Apps for Education, on peut restaurer les données qui sont stockées sur le Drive, alors que
Sur le Google public, évidemment, si les stagiaires suppriment des données, on ne pourra rien faire pour eux, pour les récupérer. D'accord. Vous dire vous en tant qu'administrateur, c'est ça, vous pouvez Oui, c'est ça, ouais. Ouais. du coup avoir un rôle sur cette sécurisation de leurs données. D'accord. Peut-être un petit mot du coup sur. On va terminer par la CNIL et puis on reviendra peut-être sur. Vous nous fassiez une petite différence rapide entre les deux environnements, celui utilisé par Sylvain via formation et le vôtre, Annabelle. Donc le dernier point concerne effectivement la déclaration à la Commission nationale informatique et liberté, qu'on connaît tous sous le nom de la CNIL. C'est une préconisation, c'est une obligation qu'ont les organismes de formation qui utilisent ces outils. Comment est-ce que vous le présentez? Comment est-ce que vous l'avez perçu, vous, déjà? Pour le moment, en fait, on n'a pas réellement, on ne sait pas si c'est obligatoire ou pas. Ça va dépendre aussi, puisque les chartes vont être visées par un référent CNIL. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question dans le sens où, par exemple, sur Office 365 ou même sur Google Apps for Education, à partir du moment où il y a une console d'administration et qu'on peut créer des comptes et qu'on gère les données d'un stagiaire et qu'on va stocker les adresses, donc on va créer une base de données, il est nécessaire de se poser la question si vis-à-vis de cette base de données nominative, il faut faire une déclaration à la CNIL. Voilà. D'accord. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, que vous aviez, qui avait déjà cours chez vous, tous les trois, ou du coup, ça a été aussi l'occasion de rentrer dans cette démarche-là, de déclaration et de formalisation un petit peu de l'existence de ces bases de données? Nous, pour le réseau des Greta, on avait déjà une déclaration CNIL pour l'utilisation de notre plateforme de formation à distance. Donc c'était pas une nouveauté. D'accord. Ok. Sylvain, Pour nous, Lilian, ça même chose? justement de se formaliser par rapport à ça, parce qu'il est vrai que même par rapport à une plateforme administrative d'enregistrement de stagiaires, on n'est pas forcément avec notre numéro d'identifiant, puisque notre prestataire de service de plateforme, en fait, les données sont hébergées sur son serveur, donc c'est lui qui avait le numéro CNIL. Mais par contre, là, ça pose des questions quand même par rapport à nos déclarations propres. D'accord. Oui, oui. Et donc, pour l'IRFA, nous, nos stagiaires sont, enfin, nos outils de gestion logiciel métier sont déclarés. Donc, comme base de données contenant des données stagiaires auprès de la CNIL. Et étant donné que on récupère les identifiants, enfin, ou les identifiants des stagiaires depuis ce logiciel métier, je dirais qu'il reste juste à valider le fait qu'on puisse en fait transférer sur un autre outil la gestion d'une base de données qui contient déjà les données stagiaires par ailleurs et depuis laquelle on extrait en fait des données pour pouvoir créer les comptes stagiaires sur Office 365. Mais il faut toujours se poser la question. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne pratique et bon, pour ceux qui nous écouteraient et qui n'ont jamais encore fait cette démarche, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, tout à fait acceptable en termes de charge, hein, et puis bon, c'est pas quelque chose que l'on doit actualiser toutes les semaines ou tous les ans. Voilà, s'il y a une opération de départ à faire et qui n'est pas très engageante et qui est déclarative, hein, d'autant plus. Hein, il n'y a pas d'investigation de la CNIL sur la façon dont vous structurez les informations, quoi. Voilà. Savoir que juste cette question des données individuelles et notamment dans le cas des dispositifs de formation fait actuellement assez peu débat en France. C'est pour ça que c'est très intéressant que vous ayez quand même déjà mis, on va dire, un petit doigt quand même là-dessus, à travers au moins la déclaration à la CNIL, parce que l'utilisation de ce qu'on appelle les learning analytics, hein, toutes ces données que l'on emmagasine sur les activités des stagiaires, aujourd'hui préoccupe pas beaucoup, hein, l'ensemble ni des organismes ni d'ailleurs des institutions, alors que c'est un débat assez mouvementé et
avec des affrontements assez forts à l'échelle européenne, voire au-delà de l'Europe aujourd'hui, sur effectivement à qui appartiennent les données, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'elles peuvent être exploitées. Voilà. Pour l'instant, ça inquiète pas trop, y compris les entreprises ou les syndicats qu'on a pu questionner dans le cadre du FOD, Forum français pour la formation ouverte à distance, pour lequel j'avais animé une demi-journée en janvier sur ce sujet-là. Voilà, c'est pas une grande préoccupation pour l'instant. Bien. Est-ce que l'on a vu à travers cette charte sur Google Apps for Education, est-ce qu'on a vu l'intégralité de la structure ou est-ce que du coup il y a des petites particularités liées aux autres outils que vous avez pour lesquels vous avez été amené à construire donc justement ces chartes? Alors, la structure est commune pour les 3 chartes, mais pour la charte Google Apps public, qui est pour nous une charte signée par les stagiaires, elle est un petit peu Alors on va plus peut-être courte que l'afficher, celle-ci, voilà, pour et elle est plus simple. donner une petite aperçu. Donc voilà la charte bon usage des applications Google publiques cette fois. Voilà, donc c'est la même structure, mais elle ne fait que 2 pages. Non, elle fait 3 pages, mais normalement elle tient sur 2 pages. Pour qu'elle soit effectivement plus facilement lisible par nos stagiaires. D'accord. Je pense que c'est un point intéressant de dire que la charte, elle est, par exemple pour nous, stagiaires et salariés, c'est la même. Ok. C'est exactement la même charte. Sylvain, c'est le cas également. Vous avez une petite particularité, vous, chez vous, c'est que vous utilisez à la fois la version pro et la version publique. Est-ce qu'on peut peut-être en quelques mots, sans rentrer trop dans les détails ni techniques ni juridiques, faire une distinction entre effectivement les Google Apps publics, les Google Apps version pro et version éducation, juste pour que au cas où quelqu'un parmi nous ne situe pas parfaitement les différences entre ces outils. Si différences il y a, au-delà de l'appellation d'ailleurs. Alors, au-delà de l'appellation, les Google publics, ce sont les applications Google que tout à chacun peut créer. Donc, avec un compte, avec un drive limité en termes de données possibles de stocker. Sinon, il y a effectivement toutes les applications Classroom qu'on a dit tout à l'heure, qui est la particularité des Google Apps for Education. Les Google Apps for Education et Google Apps for Work, donc la partie pro, sont en grande partie identiques. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qui pourrait être différent. Il y en a un, on va dire, juste le gros détail, ça va être Google Apps for Education, il y a Classroom, qui est un outil qui permet de gérer des classes et de pousser du contenu avec des identifications avec des stagiaires. Le Google Apps for Work est quand même plus orienté professionnel qu'éducation. Donc les modules qu'il va y avoir en plus, ça va être le principe de Google My Business qui permet de créer des pages dans le réseau social en lien avec des marques ou des antennes délocalisées d'organismes. Globalement, c'est à peu près la même chose. Alors vous allez me dire pourquoi payer pour le professionnel alors qu'on a la même chose en gratuit dans l'éducation. Alors c'est simple, c'est juste lié à la structure juridique des organismes. Pour pouvoir bénéficier de Google Apps for Education, en fait, il faut être soit une association, soit un établissement d'enseignement, mais à but non lucratif ou associatif. Or, via formation, nous, on est une entreprise, donc on est SARL, et donc malheureusement, on ne peut pas bénéficier de Google Apps for Education. Et on est obligé de passer par la version professionnelle. Donc, on est obligé malheureusement de payer pour avoir les mêmes services avec quelques petits modules en moins en lien avec l'éducation. Voilà globalement les écarts entre les 3 formules. D'accord. Et justement, de confidentialité, justement. Alors pour nous, il n'y a pas beaucoup d'impact dans le sens où pour les stagiaires, on utilise les publics. Donc du coup, on n'est pas rentré sur la version pro pour les stagiaires. Ce serait trop compliqué, puis ce serait quand même relativement coûteux. Puisque voilà, on est un peu comme Lilian disait tout à l'heure, nous aussi à peu près 5000 stagiaires par an.
Pour vous donner un ordre d'idée, un Google Apps for Work donc professionnel en version illimitée pour avoir l'accès à l'ensemble des données et pas se poser de problème de stockage, c'est en gros 8 euros par mois. Donc si vous multipliez 8 par 5 000 euros, ce serait un coût annuel assez conséquent à supporter par l'organisme. Non, on a fait la version pro uniquement pour les formateurs, donc uniquement pour l'interne, pour les salariés, et donc on est resté sur du public pour les stagiaires. D'accord. Ok. Très bien. Alors, peut-être ouvrir une séance une séance questions, parce que j'imagine que autour effectivement de cette charte hein, qui effectivement a l'avantage, moi je trouve, quand je l'ai découvert, d'être très lisible. C'est ce que vous avez cherché à rendre les choses, les conditions générales de chacun les plus claires et les plus lisibles possibles. Et puis surtout à la faire tenir sur 2 pages. Donc pour une charte, c'était un bel exercice, et là-dessus, félicitations hein, quand même. J'imagine effectivement que parmi les personnes là, qui sont avec nous, qu'il y a des questions. Alors vous pouvez utiliser soit le chat hein, si vous voulez, soit demander tout bêtement à prendre la parole. Hein. Vous avez la petite main en haut à gauche hein, si vous voulez prendre la parole. Et puis vos micros sont activés. Après, il suffit que vous-même vous recliquiez sur le micro aussi dans la barre supérieure pour le rendre actif et pouvoir vous exprimer, si ça vous semble plus simple. J'imagine que par rapport à vos expériences personnelles dans vos organismes de formation, ça doit évoquer aussi certaines choses et donc certainement suggérer quelques questions, non? Qui se lance sur la première question? C'est toujours la première, sinon qu'il faut lancer. Alors, le temps que vous réfléchissiez, j'en propose une. Moi, en fait, si je n'ai ni Office 365, ni les applications Google, et on peut quand même travailler avec autre chose encore, hein, j'imagine, même si le champ se resserre de plus en plus. Euh, est-ce que cette charte est transposable, utilisable en l'état, ou est-ce qu'il y a, quels sont les points dans ce cas-là, si je voulais me la réapproprier avec un autre outil, quels sont les points particulièrement sur lesquels je devrais travailler pour en faire une charte qui convienne à mes outils? Juste, Jean-Luc, ta question est intéressante sur un point. C'est que, comme on l'a pu le dire, comme on l'a pas dit aujourd'hui, mais comme on avait pu le dire en décembre, cette charte est un modèle de charte qui nécessite d'être adapté au contexte de chaque organisme de formation qui se l'appropriera. C'est-à-dire qu'elle est plus ou moins généraliste, mais elle tient quand même compte du contexte dans lequel nous l'utilisons aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que même dans le cadre de l'utilisation d'Office 365 ou de Google, il sera nécessaire à l'organisme de formation de l'adapter. Donc ça, c'est déjà un bout de réponse. Ensuite, en ce qui concerne la transposition, mon expérience des outils me fait dire que il y a des grands items qu'on retrouve un petit peu partout. Le stockage de données, la confidentialité des données, l'accessibilité. Je dirais que c'est des points qu'on retrouve sur d'autres outils utilisés en formation. Donc bien sûr, après, il y a une autre question pour moi qui découle de ça, c'est pour ceux qui ont aussi une politique informatique plus globale, comment tous ces outils-là viennent s'intégrer dans cette politique informatique globale. Et c'est peut-être à ce niveau-là que les questions pourraient arriver, moi je dirais, en termes d'interrogation. Parce que nous, on a eu ce questionnement-là en interne. D'accord. Comment cette charte doit s'articuler en fait avec une politique globale d'utilisation des outils informatiques que vous mettez à disposition? C'est ça, hein? D'accord. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que dit Lilian, je suis entièrement d'accord sur le côté, effectivement, comment l'intégrer au système d'information déjà présent à l'entreprise. Comme disait Lilian tout à l'heure par rapport à Office 365, effectivement, ça correspondait beaucoup à des organismes aussi qui utilisaient déjà la suite Office, puisque du coup, c'était un découlement et un déploiement de la suite. Si je prends le cas nous, de Via Formation, on avait d'autres solutions de clouding ou autres, par exemple, pour nos données, pour nos stockages ou notre bibliothèque pédagogique, tout simplement. En passant justement sur les Google Apps en formation pour l'utiliser sur les outils collaboratifs, on s'est rendu vite compte que faire côtoyer deux systèmes, c'était pas forcément évident. Et c'est pour ça aussi que nous sommes passés sur la version professionnelle
c'était pour partager le même environnement que les stagiaires et donc avoir un seul système d'information. Enfin, voilà. C'est pour ça que je rebondissais par rapport à ce que disait Lilian, parce que je pense que c'est vraiment, faut vraiment se poser la question au niveau aussi organisationnel et structurel de l'organisation ou de l'entreprise pour intégrer ces outils collaboratifs au système d'information soit existant, soit ça modifie complètement. D'accord. Est-ce que, et Annabelle, vous parliez tout à l'heure que avant l'utilisation de ces outils Google hein, pour vous, vous aviez déjà d'autres outils hein, aussi, type et notamment LMS. Est-ce que si je m'appuie uniquement sur un LMS et que j'utilise les espaces de dépôt, les espaces de communication, des partages de documents, de production collaborative, je peux là aussi, enfin, je vais poser ma question dans un autre sens. Est-ce qu'il est souhaitable aussi de mettre en place une telle charte? Et si oui, dans ce cas-là, bah, j'imagine que je peux, comme vous m'avez répondu précédemment, imaginer adapter celle-ci. Enfin, nous, on n'a pas. La plateforme de formation à distance, elle est protégée, donc les données ne peuvent pas être vues par des personnes extérieures. Donc, nous, on ne refera pas cette charte pour l'utilisation du LMS. Mais on a souhaité, nous, utiliser des outils Google en complément de la plateforme de formation à distance, puisque on voulait que les stagiaires acquièrent des outils professionnels, avoir des compétences professionnelles et des outils qu'ils pourraient continuer à utiliser après leur formation. Le LMS, on leur ouvre un accès sur la plateforme pendant la formation. Une fois que leur parcours est terminé, on peut éventuellement leur laisser un accès pendant 3 mois, mais après, ils n'ont plus accès à tous ces outils. Donc, ils apprennent à utiliser des outils pendant la formation, mais ils ne peuvent plus les utiliser une fois que la formation est terminée. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu utiliser ces outils Google, puisque ce sont des outils gratuits qu'ils peuvent utiliser pendant la formation. Et une fois que leur parcours de formation est terminé, ils ont toujours accès à tous leurs outils, à tous les documents qui sont stockés sur le Drive. Et ils ont acquis des compétences d'écriture collaborative, de partage de fichiers. Ils ont une adresse professionnelle. Ils ont pu échanger aussi en visio avec d'autres personnes. Et donc là, on voulait les professionnaliser avec l'utilisation de ces outils, ce qui ne nous semblait pas possible avec un LMS. D'accord. D'accord. Et vous avez, liant comme Sylvain aussi, cette dualité d'outils et cette complémentarité, hein, donc j'imagine. Oui, complètement. Il y a une complémentarité entre la LMS et les Google Apps ou Microsoft 365. En tant qu'outil collaboratif, on peut tout à fait créer des outils qui sont valables aussi bien dans l'espace collaboratif de Google que venir en complémentarité des activités proposées sur une LMS. Ok, merci. Merci de votre réponse. Alors, pas de questions, je note pour l'instant dans le chat. Ah, si, Cyril lève la main. Allez-y, Cyril, on vous écoute. Alors, pour l'instant, on vous entend pas. Il faut que vous activiez votre micro. Est-ce que là vous m'entendez? Voilà, c'est bon, c'est parfait. D'accord. Bonjour à tous. Cyril Bonjour. Mauger, donc du réseau aussi des Greta, mais en Haute-Normandie. J'ai la chance de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, bienvenue parmi nous. D'accord. Tout à l'heure, Annabelle parlait de la charte et quand elle l'a présentée, elle disait que il pouvait y avoir une valeur éducative au numérique. En l'expliquant, est-ce que lorsque vous l'avez mise en place, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu une valeur formative pour les stagiaires à mettre en place une telle charte? C'est-à-dire que du coup, en introduisant un nouvel outil, nos stagiaires se posent des questions, comme par exemple sur les droits d'auteur, des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses en mettant en œuvre? Voilà, je vous redonne la parole. Merci. Merci. Annabelle. Alors moi, j'ai jamais été face aux stagiaires, mais face aux formateurs. Donc effectivement, ils se posaient des questions sur l'utilisation de ces outils et ce que ça pouvait avoir comme implication.
Et donc oui, c'était aussi pour moi l'occasion de faire une éducation aux écrans, une éducation au numérique pour les formateurs, parce qu'ils avaient la crainte, en créant un compte Google, de donner leurs données. Et donc ça peut être l'occasion de parler de toutes ces questions de stockage des données, d'empreinte numérique, d'identité numérique. Et je sais que les formateurs qui créent des comptes pour les stagiaires ont donc le même type de discussion avec les stagiaires. Donc c'est aussi un document pour les rassurer. Oui, c'est la question que j'allais vous poser dans le prolongement de la question de Cyril, c'est que bon, moi je rencontre j'ai aussi plutôt dans mon public que j'ai en face de moi une population de formateurs dans la majorité des cas. On a quelquefois bon des craintes hein, vis-à-vis effectivement quand vous avez dit ils avaient peur de donner leurs données. J'ai cru que vous alliez dire ce que j'entends quelquefois, ils ont peur de donner leur âme un peu. Et certains ont l'impression que parce qu'ils vont créer un compte Google, Google va tout connaître de leur vie. On entend la même chose sur les réseaux sociaux. Mais justement, est-ce que ça a été plutôt de nature à rassurer ceux qui étaient, on va dire, très réticents à utiliser les outils de Google, hein, puisqu'on parle de cet éditeur-là, hein, de cette société-là, ou d'autres se sont peut-être posé des questions alors qu'ils s'en posaient pas avant? Est-ce que c'est des situations, Annabelle, comme Sylvain, que vous avez rencontrées ou c'est très anecdotique dans ce cas-là et je suis tombé sur les quelques personnes qui avaient des regards bizarres sur Google? On a toujours les formateurs ont toujours des craintes à utiliser les outils numériques. Donc non, je pense que ça arrive assez fréquemment d'avoir des questions sur l'utilisation de ces outils et sur l'implication. Ils ont plus de craintes face aux réseaux sociaux, je pense, que face à ce type d'outils. D'accord. J'ai pu animer une formation sur les réseaux sociaux et c'était vraiment Facebook qui cristallisait toutes les craintes et toutes les Mhm. peurs. C'est un Mhm. petit peu moins fort pour les Google Apps. D'accord. Sylvain, on parlait en préparant ce webinaire justement de ressenti. Bon, vous l'avez pas encore les uns comme les autres déployé à grande échelle, hein, puisque bon, on en parlera juste après. On est dans l'attente, comment dire, d'une validation finale hein, du côté plutôt justement CNIL hein, de ces chartes. Mais est-ce que ce sont des réactions? Est-ce qu'il y a des réactions particulières, on va dire plutôt favorables, où la charte a facilité la diffusion de ces outils, vous de votre côté, puisque là aussi vous avez fait le choix des outils de Google. Je dirais que c'est par rapport au compte Google. Alors, je dirais qu'il y a des fois des stagiaires qui effectivement refusent de créer un compte Google suite à tout ce qu'on peut savoir sur Google, qui est le diable ou le méchant. Mais ça reste quand même relativement anecdotique ceux qui ne souhaitent pas créer de compte, puisque dans la majorité des cas, il y en a beaucoup qui ont des smartphones déjà Android, où effectivement, comme on rappelait tout à l'heure, pour utiliser le Play Store, il faut un compte Google. Et pour eux, créer un compte Google sur un Gmail sur le téléphone, c'est un truc totalement anodin, ils ne se rendent pas compte d'ailleurs. Donc c'est plutôt à nous de les éduquer en leur expliquant justement il y a des chartes, même il y a les conditions d'utilisation de Google qui passent rapidement en mettant j'accepte. En préparant le webinaire, d'ailleurs, on s'était dit avec Lilian, on précisait qu'il signait beaucoup de documents et que c'était un document en plus qu'il signait, mais clairement, c'est ça, c'est quand ils s'inscrivent sur un site sur Internet, il y a écrit j'accepte, je coche les conditions d'utilisation, mais de savoir si vraiment ils les ont lus, c'est vraiment anecdotique. Donc la plupart du temps, ils acceptent volontiers de créer un compte sans vraiment se rendre compte de ce que ça peut engendrer. Donc, c'est à la marge. La personne qui ne souhaite pas créer son compte, on peut l'entendre d'ailleurs. Hein, dans ces cas-là, on ne crée pas de compte avec le stagiaire, on s'arrange autrement avec notre messagerie, mais du coup, il perd l'aspect collaboratif en formation. Mais c'est vraiment très anecdotique. C'est peut-être 2-3 cas par an sur les 5000, donc c'est minuscule. D'accord. Lilian, vous qui avez fait des choix différents, on va dire,
qui sont, je vais pas dire plus classiques, mais où l'utilisation de Microsoft fait un peu partie du quotidien de bon nombre de personnes aujourd'hui, où les gens se posent pas trop la question, un peu comme l'histoire de créer une adresse Gmail pour pouvoir connecter son smartphone. Est-ce que le fait d'être plutôt effectivement dans une logique application d'entreprise qui a été celle de Microsoft pendant très longtemps, est plutôt de nature, à ton avis, à rassurer et quelque part à rendre la charte un peu superflue, ou il y a autant un besoin de formaliser les choses, de rassurer sur l'utilisation des données, leur pérennité, leur confidentialité. Est-ce que le fait d'être dans un environnement, on va dire, un peu plus fermé qu'est celui de Microsoft, vraiment pose les mêmes questions, ou c'était un peu superflu Je dirais que la charte, elle est là pour assurer le stagiaire, mais elle est là aussi pour nous rassurer, nous, sur, je dirais, la mise à disposition des ressources et l'information que l'on fait sur qui a accès à quoi, comment. On parlait tout à l'heure du dispositif Réussir, hein, auquel le Greta et l'IRFA, sur lesquels le Greta et EVIA interviennent au même titre que l'IRFA. On sait qu'on va ouvrir cet accès à d'autres personnes. Et pour moi, il était très important de pouvoir aussi indiquer dans cette charte que c'était des données de formation et que ces données de formation, elles étaient utilisées dans un contexte de formation et qu'elles pouvaient également être accessibles à d'autres acteurs que les acteurs de l'IRFA ou de l'organisme de formation. Donc toi, je pense que tous ces éléments-là, la charte nous aide à le définir. Après, sur les conditions d'accessibilité aux ressources, sur tout ce qui disait Annabelle par rapport au fait que dans le cadre de Google, par exemple, les ressources, le stagiaire, on est très étroitement, je dirais, le propriétaire et le responsable. Nous, dans notre contexte, en fait, le stagiaire, il est responsable de ses ressources, mais s'il les perd, on lui restaure. Voilà, c'est un autre contexte. Mais au moins, qu'il y ait une définition un petit peu globale du cadre d'utilisation, quel que soit le type d'outil. Et c'est pas parce qu'on est dans un environnement peut-être un petit peu plus fermé avec Microsoft, mais on est sur des usages qui sont un petit peu nouveaux et donc qui nécessitent d'être définis tout autant pour, je le précise, les stagiaires que pour les salariés. D'accord, ok. Bien, je vois que leur tourne et qu'effectivement certains vont devoir nous quitter. Je vois qu'il y a du covoiturage dans l'air pour aller en Franche-Comté, si je vois passer si je comprends les messages. Non, non, Cyril, il va en voiture et juste, moi en train. juste avant, parce que si. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Allez, il va falloir qu'on ouvre un groupe de travail développement durable hein, dans Communautique. Parce que le numérique au profit du développement durable, ça peut avoir un sens, ça aussi. Je vous affiche tout de suite alors, je sais pas si vous le voyez, pardon. Hop, ça y est, j'ai perdu l'évaluation. Est-ce que vous voyez, vous, l'évaluation? Enfin, vous avez, j'ai dû vous afficher voilà, le lien vers l'évaluation vers le webinar, l'évaluation du webinar, pardon. Donc voilà, pour une fois que je l'oublie pas et que j'aurais pas à me faire tirer les oreilles par Christophe parce que mince, j'ai oublié de lancer l'évaluation et donc il faut vous questionner après. Voilà, si vous pouvez, avant de quitter cette salle, remplir les quelques questions, c'est très rapide pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Les documents vont être très rapidement, hein, juste on peut peut-être conclure là-dessus justement, Annabelle, Sylvain et Lilian. Donc ces trois chartes sont actuellement auscultées, on va dire, par à la fois le référent CNIL, hein, si j'ai bien compris, donc en Normandie, et puis au conseil régional, donc la personne également qui est en lien avec la CNIL. Donc ça sera on va dire première quinzaine de juillet, hein, nous a annoncé Christophe que les personnes auront le temps de s'en occuper. Mais pour celles et ceux qui sont dès maintenant intéressés pour rentrer un petit peu plus dans le détail, alors vous pouvez
directement les télécharger. Vous devez avoir un accès. Alors, j'ai pas exactement la même interface que vous, mais je pense que vous pouvez voir où aller chercher ces documents et je les ai autorisés au téléchargement. Donc, vous pouvez soit tout de suite, soit ils seront mis dans l'espace à chaque fois qu'il y a un webinar, qu'il y a une animation, un atelier. On crée un espace sur Communautique où l'on retrouve à la fois l'enregistrement du webinar, l'enregistrement de la webconf là, que l'on vient de faire, et les documents qui sont associés. Donc vous les retrouverez également dans cet espace-là, de façon à ce que vous puissiez, vous peut-être très rapidement travailler dessus. Et puis il y aura une version, on va dire, peut-être un peu plus officielle, complètement validée, chartée, etc., qui sera diffusée, on va dire, dans les prochaines semaines. Et ça, je pense que c'est Christophe, du coup, qui s'en chargera, bien sûr, avec l'appui du groupe de travail. Un petit mot de la fin, un petit complément, une perspective sur des travaux encore à mener? Non, je pense que ce groupe de travail, et on peut l'en féliciter encore, a bien œuvré et bien travaillé pour l'ensemble de la communauté normande. À moins que, effectivement, on imagine avoir des chartes d'utilisation d'autres outils. Alors, vous parliez de réseaux sociaux. Peut-être que ce volet des réseaux sociaux est-ce qu'il mériterait, et on va terminer sur cette question, si vous voulez bien, est-ce que les réseaux sociaux mériteraient qu'on travaille à une charte aussi d'usage? Alors, nous, on utilise la communauté Google+, donc on utilise le réseau Donc, social c'est de lié. Google. Voilà, donc on a déjà la charte. On a fait quelques expérimentations sur Facebook qui n'ont pas été très concluantes. Et donc, on va rester, nous, sur l'utilisation des communautés Google+. D'accord. Ok. Je dirais la même chose. Je dirais la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise Facebook aujourd'hui, mais dans Office 365, il y a Yammer, qui est quand même un très bel outil de réseau social interne et qui permet de gérer des groupes de communication et autres. Donc je pense que c'est aussi une donnée qui sera internalisée à l'outil demain. D'accord. Donc du coup, à travers la charte Office 365, on gère une charte indirectement pour le réseau social qui est proposé, quoi. D'accord. Ok. Sylvain, vous avez aussi fait des choix Google Plus comme Ogreta ou pas du tout? On a choisi aussi Google Plus et les communautés Google, effectivement. Après, pour quand même, je me pose la question, puisque en fait, vous n'êtes pas sans savoir que YouTube est acheté par Google et fait partie des Google Apps, justement. Et c'est un réseau social. Et quand vous créez un compte Google, vous pouvez créer une chaîne YouTube. Peut-être que là, il y a quelque chose à compléter sur les droits à l'image, l'usage de l'image à travers ce réseau social qu'il y a dans les Google Apps. D'accord. Alors Lilian devra certainement se reposer la question bientôt parce que bientôt il y aura en plus LinkedIn avec les applications. Tout ça va nous faire un beau package. Donc on verra effectivement les interactions qu'il y a entre les deux pour le coup. C'est vrai que ça reposera certainement des questions entre les utilisations des bases de données LinkedIn par un réseau connecté type Office 365 ou inversement. Mais bon, n'anticipons pas trop, les ponts sont pas encore faits, je pense. on a quelques mois devant nous. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour à la fois cette animation. Merci à Annabelle, à Lilian, à Sylvain, à la fois pour le travail qui a été fait, pour cette présentation et ces explications fortes, détaillées. Et puis donc, merci à vous qui êtes venus participer à ce webinaire. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser le 7 ou le 8 juillet donc à Caen pour donc les animations, les ateliers de l'été, et puis si c'est pas le cas, lors des prochaines animations de la rentrée. Je vous souhaite une bonne après-midi. 14h03, on est juste dans les temps. Il est temps d'aller travailler maintenant qu'on s'est amusé pendant 1 heure. On va pouvoir continuer. À très bientôt et puis au plaisir de vous voir. Merci. À bientôt.